Imaginez le champ de bataille médiéval tel que Hollywood nous le présente. Des masses de chevaliers en armure s'entrechoquent dans un désordre chaotique, se frappant sauvagement les uns les autres avec des épées étincelantes. Des guerriers héroïques se battent en duel dans un ralenti spectaculaire, tandis que des chevaux tonnent imprudemment contre des murs d'infanterie. Des chevaliers engoncés dans de lourdes armures de plate trébuchent maladroitement, si alourdis qu'ils ont besoin de serviteurs pour les hisser sur leur monture. Cette image vivide, instantanément reconnaissable, sature notre culture populaire. Il n'y a qu'un seul problème. Elle est presque entièrement fausse. Dans cette vidéo, vous découvrirez la vérité choquante sur la guerre médiévale que les chercheurs ont mis des décennies à révéler. Nous montrerons comment les historiens du XIXe siècle ont systématiquement déformé les batailles médiévales, créant des mythes qui persistent malgré des corrections rigoureuses. Vous apprendrez la réalité de l'entraînement des chevaliers et la sophistication tactique qui ont transformé les guerriers montés en professionnels disciplinés plutôt qu'en berserkers téméraires. Nous examinerons pourquoi l'armure ne limitait pas les mouvements comme le suggère la culture populaire et quelles armes dominaient réellement les champs de bataille européens. Indice: pas les épées. Les preuves archéologiques issues de fosses communes exposeront la réalité brutale du combat médiéval, révélant des schémas tactiques et des traumatismes psychologiques. Vous comprendrez comment le mythe romancé de la chevalerie masquait une vérité plus sombre sur le comportement des chevaliers. Et peut-être le plus surprenant, vous découvrirez pourquoi la plupart des guerres médiévales ne se déroulaient pas du tout dans des batailles rangées, mais plutôt dans des sièges de plusieurs mois qui déterminaient le destin des royaumes. D'où viennent ces idées fausses? La réponse révèle une histoire fascinante sur le romantisme victorien, une recherche erronée du XIXe siècle et le pouvoir écrasant de la culture populaire. Préparez-vous pour un voyage à travers 10 siècles de guerre européenne, armés de découvertes archéologiques, de preuves de sources primaires et de la recherche moderne. Ce qui en ressort est une image bien plus sophistiquée, brutale et fondamentalement humaine que tout ce que Hollywood vous a montré. La guerre médiévale souffre d'une distorsion systématique par des chercheurs influents dont les erreurs se sont avérées remarquablement résistantes à la correction. Les coupables? Des historiens pionniers du XIXe et du début du XXe siècle, dont l'historien militaire allemand Hans Delbrück, l'érudit britannique Sir Charles Oman et l'écrivain français Henri Delpech. Ces hommes ont produit des ouvrages fondamentaux qui ont façonné la manière dont des générations ont compris le combat médiéval, créant un faux récit selon lequel la guerre médiévale était grossière, chaotique et tactiquement primitive. Bientôt, nous découvrirons précisément comment ces chercheurs se sont trompés et pourquoi leurs erreurs persistent. Le mécanisme de la distorsion était étonnamment simple, mais profondément lourd de conséquences. Les chroniqueurs médiévaux décrivaient fréquemment les batailles en nommant les nobles importants et leurs actions au combat. Ce que les historiens du XIXe siècle n'ont pas reconnu, c'est que les auteurs médiévaux abrégeaient régulièrement leurs récits en omettant des phrases cruciales qui indiquaient une action militaire collective. Des termes comme « cum sui » en latin, « avec sa gens » en français, ou « cum sua ati » signifiaient tous « avec ses troupes »,« avec ses gens » ou « avec sa ligne de bataille ». Lorsque les scribes médiévaux omettaient ces phrases par souci de brièveté, supposant que les lecteurs comprendraient le contexte, le texte restant semblait décrire des champions individuels menant des duels personnels plutôt que des commandants dirigeant des unités tactiques de dizaines ou de centaines de soldats. Delbrück, Oman et leurs contemporains ont lu ces récits abrégés de manière entièrement littérale, retenant les noms des nobles guerriers tout en oubliant que chacun dirigeait des formations. Une chronique pouvait dire « Le duc Guillaume a abattu de nombreux ennemis » et les historiens du XIXe siècle
imaginait un seul homme fauchant des dizaines d'adversaires. Les lecteurs médiévaux auraient compris que cela signifiait « le duc Guillaume et ses hommes ont abattu de nombreux ennemis ». Cette seule erreur d'interprétation a transformé les batailles médiévales organisées en mêlées chaotiques de combats individuels dans l'imaginaire historique, créant un faux récit qui s'est avéré extraordinairement difficile à corriger. Le romantisme victorien est venu aggraver cette erreur d'interprétation académique. Le XIVe siècle avait déjà commencé à romancer la chevalerie à travers la littérature populaire, mais l'ère victorienne a apporté une redécouverte à grande échelle qui l'a transformée au-delà de toute reconnaissance. Les écrivains et artistes victoriens ont créé des images de chevaliers en armure étincelante combattant le mal, toujours guidés par l'honneur et la courtoisie. Cette vision romancée n'avait presque rien à voir avec les sombres réalités médiévales, mais elle a puissamment façonné la façon dont les gens imaginaient cette période. Notre impression moderne des chevaliers médiévaux ne vient pas du Moyen Âge lui-même, mais de l'art et de la littérature produits des siècles après que la chevalerie a cessé de fonctionner comme une force significative. Les dernières décennies ont été témoins d'une révolution académique. J.F. Verbruggen a mis l'accent sur l'entraînement, la discipline et la sophistication tactique des chevaliers. Jim Bradbury a plaidé de manière convaincante pour une continuité dans la guerre médiévale. Kelly de Vries a documenté l'efficacité des armes, tandis que Clifford Rogers a révélé une logistique sophistiquée et des tactiques interarmes. Matthew Strickland et John Gillingham ont découvert des preuves de mouvements de troupes rapides et de planification stratégique qui contredisaient les récits d'armées médiévales primitives. Ces chercheurs ont systématiquement démoli les mythes du XIXe siècle. Pourtant, voici le paradoxe frustrant. Malgré cette recherche corrective, les mythes persistent obstinément dans l'imaginaire populaire. Les films, la télévision, les jeux vidéo et les ouvrages de vulgarisation historique continuent de perpétuer des clichés que les historiens universitaires ont abandonnés il y a des décennies. Pourquoi ces mythes s'avèrent-ils si résistants? La culture populaire possède une inertie énorme, chaque génération s'inspirant des œuvres précédentes plutôt que de consulter la recherche actuelle. L'image romantique offre un récit visuel captivant, tandis que la réalité désordonnée se prête mal à une dramatisation facile. Peut-être plus important encore, affronter ces mythes exige d'affronter la facilité avec laquelle des sociétés entières peuvent se tromper sur le passé pendant des générations. Néanmoins, les preuves sont accablantes. Pour comprendre ce qu'était réellement la guerre médiévale, nous devons démanteler systématiquement la fausse image, en commençant par le mythe le plus répandu. Celui que les batailles médiévales étaient des mêlées chaotiques et indisciplinées. Hollywood dépeint les batailles médiévales comme un chaos spectaculaire, des masses de soldats en armure s'entrechoquant dans des bagarres désorganisées, chaque guerrier frappant quiconque se trouve à proximité, sans formation visible, sans tactique apparente. Cette image semble intuitivement correcte, correspondant aux préjugés sur un monde médiéval, primitif. Mais toute cette image s'effondre sous l'examen. Les batailles médiévales étaient des affaires très structurées, caractérisées par des formations, des hiérarchies de commandement et des tactiques coordonnées. Les chevaliers s'entraînaient dans de petites unités tactiques, appelées conrois, apprenant à combattre en formation cohésive. Le chroniqueur anglais Roger de Howden a écrit que, sans pratique, l'art de la guerre ne venait pas naturellement quand on en avait besoin. Les chevaliers passaient des années à maîtriser l'action coordonnée en unités. Un observateur arabe se plaignait que les guerriers francs étaient extrêmement prudents à la guerre, une évaluation qui prend tout son sens lorsque nous comprenons les chevaliers comme des professionnels entraînés qui valorisaient la discipline. Considérez la bataille de Muret en 1213, où les charges de cavalerie coordonnées de Simon de Montfort ont percé les rangs ennemis et tué le roi Pierre d'Aragon.
Ceci résultait de la cohésion d'unité et de l'exécution tactique, et non d'actes héroïques individuels chanceux. Bien qu'en infériorité numérique, les formations de cavalerie disciplinées de Montfort ont exécuté des manœuvres précises qui ont submergé les forces de Pierre. Les chroniques contemporaines détaillent ces manœuvres organisées et ces décisions tactiques délibérées plutôt que le chaos. Même les formations d'infanterie de base révèlent une pensée sophistiquée que Hollywood déforme constamment. Prenez le mur de bouclier dépeint dans d'innombrables films. La culture populaire montre des soldats épaule contre épaule, les boucliers se chevauchant pour former une barrière continue. Cela n'a pratiquement rien à voir avec la réalité. Les formations réelles maintenaient un espacement substantiel entre les combattants. La phalange macédonienne plaçait les soldats à environ 90 cm les uns des autres, tandis que les légions romaines utilisaient environ 135 cm. Les boucliers individuels couvraient du genou à l'épaule. L'espacement permettait le mouvement des armes, tandis que les soldats adjacents protégeaient les flancs. Cela équilibrait la protection avec la capacité offensive. Des formations ultra serrées, appelées synaspismos, existaient, mais elles restreignaient sévèrement l'utilisation des armes et étaient rarement employées en combat réel. Au lieu de cela, elles servaient à des fins défensives contre les tirs de projectiles. Les légionnaires romains resserraient leur formation face aux flèches, puis élargissaient l'espacement pour la mêlée. Cette flexibilité tactique exigeait de la discipline et une réponse coordonnée aux ordres. Comment les commandants communiquaient-ils sur des champs de bataille bruyants? Ils ont développé des systèmes sophistiqués, utilisant des signaux visuels et sonores. Des drapeaux et des bannières étaient levés, abaissés et agités selon des motifs spécifiques. Des trompettes, des tambours et des cors produisaient des motifs sonores distincts, communiquant des ordres spécifiques. Des messagers transportaient des instructions verbales ou écrites à travers le champ de bataille. Tout cela nécessitait un entraînement approfondi et une discipline stricte. Une cohue sans entraînement n'aurait jamais pu exécuter ces manœuvres coordonnées. La charge de cavalerie de choc démontre à quel point les armées médiévales possédaient de la coordination. Les Français préféraient la formation en haie avec des lanciers sur 2 lignes, tandis que les Allemands employaient des formations en coin plus profondes. L'exécution de ces charges exigeait une maîtrise de l'équitation et une cohésion d'unités extraordinaires, nécessitant des années d'entraînement discipliné pour maîtriser les manœuvres coordonnées nécessaires au succès sur le champ de bataille. Cette sophistication remet en question les préjugés confortables sur la primitivité médiévale. Si les batailles exigeaient une telle coordination, les hommes qui les menaient devaient sûrement être plus que les personnages téméraires et obsédés par l'honneur de l'imaginaire populaire. Ensuite, nous découvrirons la vérité sur l'entraînement des chevaliers, qui a transformé de jeunes nobles en redoutables professionnels militaires. Hollywood présente une image constante, des chevaliers impulsifs obsédés par l'honneur personnel, chargeant imprudemment, valorisant la prouesse individuelle au détriment du travail d'équipe. Ces chevaliers de cinéma montrent des compétences au combat mais peu de discipline, du courage mais un mauvais jugement. Cette caricature sert des objectifs narratifs, mais n'a pratiquement aucune ressemblance avec les véritables chevaliers médiévaux qui étaient des professionnels militaires hautement entraînés. Devenir chevalier nécessitait environ une décennie d'entraînement intensif, basé sur l'expérience, la répétition et un travail acharné. Les jeunes nobles commençaient vers l'âge de 7 ans comme pages, apprenant les manières de la cour et commençant leur conditionnement physique. Vers 14 ans, ils passaient au rang d'écuyers, servant directement les chevaliers. Les écuyers nettoyaient les armures, s'occupaient des chevaux et entretenaient les armes tout en participant à l'entraînement au combat. Ils s'entraînaient quotidiennement aux armes par le biais d'instructions individualisées.
une pratique intensive de l'équitation était un entraînement absolument essentiel. Après des années de préparation, les jeunes hommes subissaient des cérémonies d'adoubement, les reconnaissant comme chevaliers, bien que leur éducation se poursuivît tout au long de leur carrière. Cet entraînement systématique créait des professionnels militaires avec des connaissances tactiques dépassant de loin les représentations populaires. Les chevaliers s'entraînaient en conroi, apprenant des manœuvres coordonnées et maintenant la formation pendant les charges. L'efficacité d'un chevalier dépendait de son fonctionnement au sein d'une unité coordonnée. La notion de chevalier comme des individualistes indisciplinés contredit tout ce que nous savons de leur entraînement. Les exploits documentés du chevalier français Jean le Mingre, connu sous le nom de Boucicaut, démontrent des capacités remarquables qui défient les suppositions modernes sur l'armure. Né en 1366, Boucicaut devint l'un des chevaliers français les plus célèbres de son époque. Des chercheurs modernes ont tenté de recréer son régime d'entraînement documenté pour vérifier si les affirmations sur ses capacités étaient plausibles ou une exagération légendaire. Les résultats ont confirmé qu'avec un conditionnement approprié et une armure bien ajustée, les exploits rapportés de Boucicaut étaient tout à fait réalisables. Portant une armure de plate complète, pesant environ 60 livres, Boucicaut pouvait sauter sur un cheval, sans utiliser d'étrier, en se fiant uniquement à la force de ses jambes. Il pouvait courir des distances substantielles sans s'arrêter, démontrant une endurance cardiovasculaire malgré le poids supplémentaire. Il pouvait manier une hache ou un marteau de guerre avec une force dévastatrice. Peut-être le plus impressionnant, il pouvait grimper à une échelle par en dessous en utilisant uniquement ses bras, supportant non seulement son propre poids, mais aussi celui de l'armure, et escalader les murs de forteresse lors des assauts. Ce n'étaient pas des capacités surhumaines, mais des démonstrations de ce qu'un conditionnement extraordinaire combiné à une armure bien conçue permettait. Elles révèlent que l'armure médiévale, lorsqu'elle était correctement conçue, améliorait plutôt qu'elle ne diminuait les capacités d'un guerrier. C'étaient des guerriers professionnels, avec une vaste expérience du combat et une compréhension sophistiquée de la tactique. Les chevaliers avaient un accès supérieur aux armes, à l'armure et à l'entraînement. Plus important encore, ils possédaient une expérience directe de tuer et de survivre au combat, une connaissance psychologique séparant les professionnels des amateurs. Mais comprendre les chevaliers médiévaux exige d'affronter une vérité inconfortable. Au milieu du XIe siècle, avant le plein développement des codes chevaleresques, les chevaliers étaient essentiellement des brutes à gages avec des chevaux et des armures. Ils travaillaient pour des propriétaires terriens et des nobles, utilisant la violence pour faire avancer les intérêts de leurs mécènes. La classe guerrière qui a émergé au cours du VIIIe siècle ressemblait initialement peu aux figures courtoises et liées par l'honneur de la littérature romantique ultérieure. La vie d'un chevalier primitif était sauvage et impitoyable, impliquant des attaques surprises, des embuscades et des raids sur les civils. Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi la chevalerie a-t-elle été inventée? Le code est apparu précisément parce que la classe chevaleresque était devenue un problème nécessitant un contrôle social. Ces guerriers montés, équipés d'armures et d'armes coûteuses, avaient opéré avec une impunité quasi totale. L'Église et la noblesse avaient besoin de mécanismes pour canaliser la violence chevaleresque vers des cibles acceptables. C'est ainsi qu'est apparu le code de la chevalerie, se développant parallèlement à l'essor des guerriers montés lourdement armés vers 1066. Le mot même de chevalerie dérive du latin médiéval caballarius, signifiant cavalier. La chevalerie cherchait à transformer les brutes à gages en guerriers chrétiens, liés par des codes mettant l'accent sur la loyauté, le courage et la protection des faibles. Dans quelle mesure cette transformation a-t-elle réussi? Cette question mène à des révélations inconfortables,
Mais nous devons d'abord aborder un autre mythe persistant. La culture populaire insiste sur le fait que les chevaliers étaient lents et pratiquement immobiles dans leur lourde armure. Examinons si cela tient la route. Peu de mythes s'avèrent aussi persistants que l'idée que les chevaliers étaient désespérément alourdis par leur armure. La culture populaire dépeint des chevaliers en armure, luttant pour se déplacer, nécessitant de l'aide pour monter à cheval, devenant impuissants s'ils sont renversés. Cette image semble intuitivement plausible, étant donné l'apparence impressionnante des armures de plate dans les musées, mais comme tant de suppositions sur le monde médiéval, elle est fondamentalement fausse. Une armure de plate complète de la fin du Moyen Âge pesait généralement de 45 à 55 livres, soit environ 20 à 25 kg. Les soldats modernes transportent régulièrement un équipement pesant autant ou plus. Une armure de plate médiévale bien conçue, taillée sur mesure pour son porteur, pouvait peser moins de 25 kg tout en offrant une protection complète. La différence cruciale ne résidait pas dans le poids total, mais dans la répartition du poids. Les soldats modernes portent la plupart de leur équipement sur le dos et les épaules, tandis que l'armure médiévale répartissait le poids sur tout le corps grâce à une ingénierie sophistiquée. Nous rencontrons ici une distinction importante que la culture populaire confond constamment: la différence entre l'armure de joute et l'armure de combat. La joute utilisait une armure spécialisée privilégiant la protection à la mobilité, pesant 80 livres ou plus. L'armure de combat était soigneusement optimisée pour équilibrer la protection avec le besoin d'une activité physique prolongée. Un chevalier devait pouvoir monter à cheval pendant des heures, se battre à pied si nécessaire, traverser un terrain accidenté et maintenir son efficacité au combat. Une armure qui restreignait sérieusement la mobilité aurait été inutile. L'armure médiévale se composait de multiples pièces savamment conçues pour s'adapter précisément à la forme humaine. Des plaques se chevauchant couvraient le porteur tout en permettant un mouvement naturel. Les chevaliers pouvaient marcher naturellement, s'asseoir, se tenir debout, monter à cheval et exécuter des mouvements de combat avec une amplitude de mouvement presque totale. L'archéologie expérimentale moderne a démontré ces capacités de manière concluante. Les chevaliers pouvaient galoper à toute vitesse, combattre en combat rapproché avec diverses armes et traverser des terrains accidentés, y compris grimper. L'armure n'empêchait pas ces mouvements. Elle protégeait les chevaliers tout en les leur permettant. Cela dit, l'armure avait des coûts physiques. Bien que la mobilité restât possible, le poids réparti augmentait la dépense énergétique, en particulier sur les bras, les pieds et les jambes. L'armure de jambes seule pouvait ajouter de 15 à 18 livres. Un corps entraîné s'adaptait au port de lourdes charges, mais les chevaliers étaient finalement limités par la charge supplémentaire. Le combat prolongé en armure était épuisant, d'une manière que le combat sans armure ne l'était pas. La flexibilité tactique que cette mobilité offrait s'est avérée cruciale. Face à une infanterie bien préparée et armée d'armes d'astes, les charges de cavalerie échouaient souvent de manière catastrophique. Une solution courante consistait pour les chevaliers à mettre pied à terre et à attaquer à pied, utilisant leur armure supérieure pour percer les formations ennemies. Cette tactique serait impossible si l'armure restreignait vraiment les mouvements aussi sévèrement que le suggère la culture populaire. Pourquoi le mythe de la mobilité persiste-t-il? La culture populaire met l'accent sur des visuels spectaculaires plutôt que sur l'exactitude historique. L'apparence impressionnante de l'armure dans les musées crée de fausses impressions. Beaucoup de gens n'ont jamais porté ou testé une reproduction d'armure. Peut-être plus significativement, le mythe s'inscrit dans des récits plus larges sur la primitivité médiévale et la supériorité moderne. Reconnaître que l'armure médiévale était sophistiquée remet en question des préjugés confortables sur le progrès historique. Des chevaliers mobiles, bien entraînés,
protégés par une armure efficace, représentaient des forces militaires redoutables. Mais quelles armes ces guerriers portaient-ils réellement au combat? L'imaginaire populaire évoque des images d'épées, ces élégants symboles du statut chevaleresque. L'épée était sûrement l'arme principale du chevalier? Comme nous allons le découvrir, cette supposition nécessite une correction substantielle. L'épée occupe une position emblématique dans notre imaginaire de la guerre médiévale. Chaque représentation met en scène des épées de manière proéminente. Même des historiens sérieux renforcent parfois cette image. Kelly de Vries a qualifié l'épée de « l'arme la plus importante du Moyen Âge ». Cette évaluation reflète l'énorme importance symbolique de l'épée et son utilité réelle. Cependant, l'importance symbolique ne doit pas être confondue avec la domination sur le champ de bataille. De Vries lui-même, avec sa co-auteure Kay Smith, apporte le correctif. La lance, avec l'épée, était l'arme offensive la plus importante et la plus largement utilisée. Remarquez qu'ils ont listé la lance en premier. Les armes d'astes, lance, hallebarde, pique et armes apparentées ont été les armes dominantes sur les champs de bataille européens pendant des siècles. Cette domination découlait de facteurs pratiques, économiques et tactiques. Pourquoi les lances dominaient-elles? Premièrement, les lances nécessitaient un entraînement minimal pour une efficacité de base. N'importe quel paysan pouvait apprendre à porter un coup de lance avec une compétence raisonnable après une brève instruction. Les épées exigeaient des années de pratique pour être maîtrisées. Deuxièmement, les lances étaient économiques à produire. Alors que les épées nécessitaient une quantité substantielle d'acier de qualité et un travail de forgeron considérable, les lances ne nécessitaient que de petites quantités d'acier pour la lame. L'économie de la guerre médiévale, où les armées devaient équiper des milliers d'hommes, favorisait fortement les armes fabriquées rapidement et à peu de frais. Troisièmement, les lances offraient un avantage tactique crucial, la portée. Un lancier pouvait frapper des ennemis à une plus grande distance qu'un épéiste, ce qui était décisif dans le combat en formation. Les preuves archéologiques soutiennent la primauté de la lance de manière concluante. Peu de fûts en bois survivent en raison de la décomposition organique, mais les fers de lance en métal trouvés dans les sites funéraires, les fouilles de champs de bataille et les contextes archéologiques dépassent de loin en nombre les autres types d'armes. Ce schéma reste constant à travers les siècles et les régions géographiques de l'Europe médiévale. La longueur moyenne d'une lance variait de 180 à 240 cm, soit environ 6 à 8 pieds, ce qui en faisait de redoutables armes de portée. L'étude détaillée de M. G. Swanton a identifié 21 catégories différentes de fers de lance rien que dans l'Angleterre saxonne primitive, indiquant un développement sophistiqué et une spécialisation des conceptions de lance pour différents objectifs tactiques. Certains fers de lance étaient optimisés pour l'estoc, d'autres pour la taille, d'autres encore pour pénétrer l'armure. Les fouilles de tombes vikings révèlent constamment des lances parmi les armes les plus répandues, souvent placées à côté du défunt comme marqueur du statut de guerrier. La quantité même de fers de lance survivants, malgré des siècles de décomposition et de pertes, témoigne de leur omniprésence sur les champs de bataille médiévaux. Pour chaque épée retrouvée archéologiquement, plusieurs fers de lance sont généralement trouvés, reflétant leur domination numérique dans l'usage militaire réel. Bien que les lances simples fussent les plus courantes, d'autres armes d'astes se sont avérées encore plus mortelles. Les armes équipées de haches, de lames multiples et de crochets pouvaient être maniées avec une force incroyable. De nombreuses armes d'astes étaient adaptées d'outils agricoles, ce qui les rendait bon marché et familières aux soldats paysans. Cela a fait des armes d'astes l'arme de prédilection des levées paysannes et des rébellions dans le monde entier. Quel était alors le rôle réel de l'épée? Les épées fonctionnaient principalement comme des armes secondaires, portées pour le combat rapproché
lorsque les armes d'Ast étaient perdues ou brisées. De plus, les épées portaient une énorme valeur symbolique. Seuls les hommes libres d'une certaine aisance pouvaient s'offrir des épées de qualité, ce qui en faisait des marqueurs de statut social. Pour les chevaliers en particulier, les épées représentaient leur statut de noblesse guerrière. Cette valeur symbolique explique pourquoi les épées figurent en bonne place dans l'art et la littérature médiévale, même si elles n'étaient pas les principales armes de champ de bataille. L'évolution de la conception de l'épée révèle comment les améliorations de l'armure ont diminué l'efficacité de l'épée sur le champ de bataille. Tout au long du XIIIe siècle, les lames sont devenues plus étroites, avec des pointes plus acérées, à mesure que l'armure devenait plus résistante. Le style de taille est devenu inefficace contre l'armure de plate, de sorte que les épées devaient être utilisées pour l'estoc, cherchant les failles dans l'armure. Même avec ces adaptations, les épées ont progressivement décliné en importance militaire. Les implications tactiques de la domination des armes d'Ast ont façonné fondamentalement la guerre médiévale. Les développements du XIVe siècle ont vu des blocs d'infanterie armés de lances et d'armes d'Ast, illustrés par le modèle suisse. Lorsque l'infanterie abaissait les piques, elle créait une haie hérissée de pointes qui pouvait éventrer les chevaux et empaler les chevaliers chargeants. Une infanterie bien disciplinée, avec des armes d'Ast, pouvait vaincre la cavalerie en tenant bon. Cette révolution tactique a mis fin à la perception que la cavalerie lourde était pratiquement invincible. Si les armes d'Ast dominaient et pouvaient vaincre la cavalerie, cela signifie-t-il que la cavalerie était surévaluée? La réponse est plus compliquée. Les charges de cavalerie restaient puissantes dans des conditions spécifiques, mais échouaient fréquemment lorsque ces conditions n'étaient pas remplies. Comprendre quand la cavalerie fonctionnait et quand elle échouait révèle une pensée tactique sophistiquée. Dans l'imaginaire populaire, la charge de cavalerie médiévale représente la tactique militaire ultime, une force irrésistible de chevaliers en armure tonnant à travers les champs, écrasant toute opposition. Cette image spectaculaire contient une part de vérité. Les charges de cavalerie, lorsqu'elles étaient correctement exécutées dans des conditions favorables, pouvaient s'avérer dévastatrices. Cependant, cette même tactique échouait fréquemment, entraînant souvent des pertes catastrophiques. Le succès exigeait un terrain favorable, des ennemis non préparés et un soutien interarmes. La technique de la lance couchée, développée vers le XIe siècle, a rendu les charges de cavalerie bien plus mortelles que les tactiques antérieures. Le chevalier coinçait sa lance sous son aisselle, et le poids et l'élan de son cheval en charge projetaient l'arme vers l'avant avec une force et une précision bien plus grandes. La recherche expérimentale, utilisant un équipement d'époque, a démontré que cette technique pouvait délivrer jusqu'à 250 joules d'énergie d'impact lorsqu'elle était utilisée avec un arrêt de lance, assez pour pénétrer l'armure et tuer des adversaires. Sans arrêt de lance, l'énergie d'impact variait de 90 à 200 joules. Ces mesures représentent la force maximale avant que la lance elle-même ne se brise sous l'impact. Comment les charges étaient-elles exécutées? Partant d'une distance d'environ 350 mètres, la cavalerie avançait à une vitesse croissante. Le facteur le plus critique n'était pas la vitesse individuelle, mais le maintien de la formation. Les chevaliers devaient rester en ligne avec un espacement fixe, accélérant ensemble pour que toute la formation atteigne sa vitesse maximale précisément au moment de l'impact. Cela exigeait une superbe maîtrise de l'équitation et une discipline d'unité. Les archives historiques fournissent de nombreux exemples de charges échouant de manière spectaculaire. À Crécy, en 1346, les chevaliers français ont subi des pertes dévastatrices en chargeant contre les archers anglais positionnés sur un terrain favorable. À Poitiers, en 1356, la cavalerie française a de nouveau été décimée par les archers. À la bataille des Éperons d'Or, en 1302, la cavalerie française a été vaincue par des miliciens flamands à pied. Pourquoi les charges échouaient-elles?
Les chevaux refusaient souvent de galoper dans des masses denses d'ennemis préparés avec des armes d'ast. Les instincts de survie des animaux prenaient le dessus sur les ordres des cavaliers. Si l'infanterie ennemie s'équipait d'armes d'ast en formation serrée, les charges de cavalerie devenaient presque impossibles sans subir de lourdes pertes. Une infanterie bien disciplinée pouvait vaincre la cavalerie simplement en tenant bon, en maintenant sa formation et en présentant une haie infranchissable de pointes de lance. Face à ces défis, les commandants ont développé des alternatives tactiques. Mettre pied à terre est devenu assez courant face à une infanterie bien préparée. Les chevaliers attaquaient à pied, utilisant leur armure supérieure pour se frayer un chemin à travers les formations ennemies. Les tactiques de feinte offraient une autre approche, célèbre depuis Hastings en 1066. La cavalerie simulait une attaque, se détournant avant l'impact pour inciter l'infanterie à rompre sa formation et à poursuivre. Une fois l'infanterie ennemie dispersée, la cavalerie faisait volte-face pour frapper les troupes désorganisées. Les considérations de terrain déterminaient si les charges étaient tentées. Les attaques en charge s'avéraient très efficaces sur un terrain favorable. Des champs ouverts et plats permettant aux chevaux de prendre de la vitesse. Cependant, un terrain défavorable pouvait condamner les charges avant même qu'elles ne commencent. Les commandants avisés gardèrent la cavalerie en réserve pour les moments décisifs plutôt que de charger constamment. La cavalerie était utilisée de manière stratégique dans le cadre d'approches interarmes. Le schéma des victoires anglaises à Crécy, Poitiers et Azincourt révèle une pensée stratégique sophistiquée. Les Anglais choisissaient les positions de champ de bataille les plus avantageuses pour leur système tactique. Ils choisissaient un terrain bénéficiant à leur combinaison d'archers et d'hommes d'armes à pied, tout en désavantageant la cavalerie française. Les Français ont commis à plusieurs reprises l'erreur fatale de s'engager sur ces positions défavorables, malgré leur supériorité numérique. Comprendre quand la cavalerie fonctionnait et quand elle échouait révèle une sophistication tactique. Mais cette compréhension analytique reste quelque peu abstraite. Comment étaient réellement les batailles sur le terrain, dans la boue, le sang et la terreur? Les preuves archéologiques fournissent des réponses brutales. Les batailles médiévales duraient beaucoup moins longtemps que ne le suggère la culture populaire. La plupart des batailles médiévales se terminaient en moins de 5 heures de combat direct. La bataille de Tours en 732 a impliqué environ une semaine d'observation entre les armées avant le combat décisif le 7e jour. La bataille de l'Eschfeld, en 955, s'est étendue sur 3 jours, du 10 au 12 août, bien que l'engagement principal, le 10 août, ait duré environ 10 heures, de l'attaque initiale à la déroute finale. La célèbre bataille d'Azincourt, en 1415, a vu sa bataille principale durer de 30 minutes à 3 heures, les combats commençant à 11 heures du matin et se terminant vers midi. Même Hastings, en 1066, considérée comme exceptionnellement longue, a duré du matin jusqu'au soir, environ 7 à 9 heures de combat soutenu. Le combat réel n'était pas un affrontement continu. Au lieu de cela, la bataille suivait un schéma de sursauts intenses durant de 5 à 15 minutes, suivi de périodes à peu près égales de rupture de contact. Ce cycle se répétait jusqu'à ce que le moral d'un camp s'effondre. La tombée de la nuit mettait généralement fin aux batailles, car les combattants ne pouvaient plus distinguer l'ami de l'ennemi dans l'obscurité. La psychologie du combat dominait l'expérience du champ de bataille. La peur était l'émotion principale que les guerriers ressentaient. Le tempo de la bataille était dicté par la peur et la terreur. Les batailles se terminaient lorsqu'un camp percevait qu'il allait perdre et que son moral s'effondrait, déclenchant une déroute. Plus de morts survenaient pendant ces déroutes que pendant le combat réel, car les ennemis poursuivaient et tuaient les soldats en fuite. Maintenir le moral était crucial pour la victoire, peut-être plus important que la compétence tactique ou la supériorité numérique.
Les combattants médiévaux étaient clairement affectés psychologiquement par les expériences de combat. Un chroniqueur de la Troisième Croisade a décrit les survivants comme étant indemnes physiquement, mais a noté que leur cœur était transpercé par des épées de chagrin. Une description poignante de ce que nous reconnaissons maintenant comme un traumatisme psychologique. Les gens du Moyen Âge étaient plus exposés à la mort et à la violence que les citoyens modernes, ce qui a pu créer une certaine résilience, mais ne leur a certainement pas fourni une immunité aux conséquences psychologiques. Les preuves archéologiques ancrent ces descriptions abstraites dans une réalité physique horrifiante. La bataille de Towton, livrée le 29 mars 1461 pendant la guerre des Deux Roses, fut la plus grande et la plus sanglante bataille sur le sol anglais. Environ 40 000 hommes y ont participé, avec environ 10 000 victimes. En 1996, des ouvriers travaillant à Towton Hall ont découvert une fosse commune contenant les restes d'au moins 38 individus, les sources variant sur le décompte exact jusqu'à 60 restes squelettiques, tous montrant des traumatismes étendus. Les armes identifiées à partir des types de blessures comprenaient des épées, des couteaux, des guisarmes et des marteaux de guerre. Cela représentait la première fosse commune de champ de bataille, soumise à une fouille archéologique contrôlée. L'analyse des pointes de flèches dispersées sur le champ de bataille a révélé les positions des deux lignes de bataille avec une précision remarquable. La bataille de Visby en 1361 a laissé des preuves encore plus étendues. Les fouilles ont révélé 1185 restes squelettiques. Les chercheurs ont identifié 456 blessures par armes tranchantes provenant d'épées et de haches, plus 126 blessures par projectiles provenant de flèches et de carreaux d'arbalète. Les traumatismes crâniens variaient considérablement selon l'emplacement de la tombe, de 5,4% dans une fosse commune à 52,3% dans une autre. L'écart suggère qu'un groupe était composé de combattants plus riches qui possédèrent des casques et ont donc subi proportionnellement moins de blessures à la tête. Un cas particulièrement grave montrait les deux jambes coupées en un seul coup pénétrant, presque jusqu'à la moelle osseuse, démontrant la force énorme que les guerriers maniaient. Les types de blessures révèlent des réalités tactiques que les sources écrites ne décrivent jamais explicitement. La tête était la cible principale lorsque c'était possible, car elle était la moins protégée si un casque était perdu. La plupart des blessures tranchantes apparaissaient sur le bas du corps, car les boucliers protégeaient principalement les zones supérieures. Les restes squelettiques montrent de multiples blessures sur un seul individu. Les flèches d'arc long créaient des blessures d'entrée et de sortie comparables aux blessures par balles modernes. Les soldats ne mouraient généralement pas d'une seule attaque nette. Au lieu de cela, ils subissaient de multiples blessures menant à des morts atroces. La mortalité post-bataille dépassait souvent les décès pendant le combat. Le plus grand tueur était l'infection. Les maladies sévissaient dans les armées rassemblées avec une mauvaise hygiène et aucune compréhension de la théorie des germes. Même les blessures traitées avec succès s'avéraient souvent mortelles lorsque l'infection s'installait. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, environ 78% des individus ayant des plaies par arme blanche à l'abdomen mouraient même si la blessure pouvait être réparée. Les taux de perte racontent leur propre histoire. Pour les camps victorieux, les taux typiques restaient inférieurs à 10 à 15%. À Crécy, les Anglais ont subi entre 150 et 300 pertes sur environ 12 à 15 000 soldats, tandis que les pertes françaises allaient de 10 000 à 14 000, 12 000 étant l'estimation la plus probable. À Towton, le taux de perte de 25% était considéré comme extrêmement élevé. Les camps perdants subissaient des pertes catastrophiques, en particulier pendant les phases de déroute.
Ces réalités brutales semblent fondamentalement en contradiction avec l'image chevaleresque des chevaliers médiévaux en tant que guerriers nobles et honorables. Cela soulève une question inconfortable. La chevalerie a-t-elle jamais été réelle ou a-t-elle toujours été plus un mythe qu'une réalité pratiquée? L'idéal chevaleresque façonne puissamment l'imaginaire moderne. Des codes soulignant le courage, la loyauté, la protection des femmes et des faibles, le combat honorable et la miséricorde envers les ennemis vaincus. Cet idéal suggère que la guerre médiévale, malgré sa violence, était en quelque sorte contenue par des valeurs partagées. L'image est séduisante, voire réconfortante. Malheureusement, toute cette image représente une idéologie plutôt qu'une réalité pratiquée. Le fossé entre les idéaux chevaleresques et le comportement réel des chevaliers était si énorme que décrire la chevalerie comme étant plus un mythe qu'une réalité est à peine une exagération. Au milieu du XIe siècle, avant le plein développement des codes chevaleresques, les chevaliers ne ressemblaient en rien aux figures honorables de la littérature romantique ultérieure. Les descriptions contemporaines les caractérisent comme des brutes à gages avec des chevaux et des armures, travaillant pour des propriétaires terriens et des nobles, utilisant la violence pour faire avancer les intérêts de leurs mécènes. La classe guerrière qui a émergé au cours du 8e siècle était composée de combattants professionnels, dont les tactiques étaient souvent sauvages et impitoyables, incluant des attaques surprises, des embuscades, des raids sur les civils et la destruction systématique des ressources agricoles. Même lorsque les chevaliers suivaient ostensiblement les codes chevaleresques, le contenu réel révèle un biais de classe troublant. Les idées chevaleresques se concentraient presque exclusivement sur la classe noble, souvent explicitement au détriment des gens du commun. Peu de textes médiévaux mettaient en garde contre l'incendie de ville ou le viol de paysannes, bien que beaucoup consacrassent une attention considérable au traitement approprié des dames nobles capturées. La protection s'étendait à ceux de naissance noble, pas à la paysannerie qui constituait 90% de la population. L'honneur était montré aux chevaliers nobles capturés, mais principalement pour des raisons pragmatiques. Ils pouvaient être rançonnés pour des sommes substantielles. Les soldats du commun étaient systématiquement tués ou réduits en esclavage. La guerre de Cent Ans fournit des exemples dévastateurs du fossé entre le langage chevaleresque et la réalité brutale. Les chevaliers anglais et français parlaient avec éloquence d'honneur, de loyauté et de courage, alors même qu'ils brûlaient systématiquement des villages, massacraient des prisonniers et terrorisaient les civils. Leurs paroles étaient directement contredites par leurs actions. La pratique de la chevauchée impliquait de brûler délibérément les récoltes, de détruire les moulins, de tuer le bétail et de s'assurer que les populations civiles mourraient de faim. Les chevaliers menaient ces campagnes tout en parlant d'honneur, ne voyant apparemment aucune contradiction. L'exemple le plus célèbre s'est produit à Azincourt en 1415, l'une des batailles médiévales les mieux documentées. Les Anglais avaient marché 260 miles en 2 semaines et demie, souffrant de dysenterie et faisant face à une force française qui les surpassait largement en nombre. Grâce à des tactiques supérieures et à l'arc long anglais, les forces d'Henri V ont remporté une victoire décisive. Puis, dans la foulée, Henri a ordonné le massacre des prisonniers français. Cela violait directement tous les principes de la conduite chevaleresque. Lorsque le pragmatisme militaire entrait en conflit avec les idéaux chevaleresques, le pragmatisme l'emportait sans regret apparent. Pourquoi la chevalerie a-t-elle été créée si les chevaliers l'ignoraient si constamment? Le Code est né précisément des efforts pour freiner la violence et l'arrogance de la classe chevaleresque qui avait auparavant opéré avec une impunité quasi totale. L'Église et la noblesse laïque avaient toutes deux besoin de mécanismes pour contrôler cette classe guerrière. La chevalerie a tenté de canaliser l'agression chevaleresque vers des cibles acceptables tout en décourageant les attaques contre les églises
et les autres nobles chrétiens. Le code n'a obtenu qu'un succès limité au mieux. Au XIVe siècle, la chevalerie avait évolué vers quelque chose de plus en plus romantique et idéalisé, en grande partie grâce à la littérature célébrant les vertus chevaleresques. Les romans arthuriens et la poésie d'amour courtois ont créé une image aspirationnelle, ayant peu de ressemblance avec la réalité du champ de bataille. L'ère victorienne a aggravé cette romantisation par sa propre redécouverte de la chevalerie médiévale. Nos impressions modernes des chevaliers médiévaux, en armure étincelante, proviennent principalement du romantisme victorien, basé sur la romance littéraire du XIVe siècle, plutôt que sur la réalité militaire réelle. Les preuves confirment que les idéaux chevaleresques existaient et influençaient dans une certaine mesure le comportement des chevaliers. Les chevaliers faisaient parfois preuve de miséricorde, valorisaient le courage et la loyauté. Mais la pratique réelle était bien plus pragmatique, violente et basée sur la classe que l'idéal ne le suggérait. L'image noble et héroïque qui persiste dans la culture populaire ne correspond tout simplement pas aux archives historiques. Si la chevalerie était en grande partie un mythe et les batailles si brutales, que faisaient réellement les soldats médiévaux la plupart du temps? L'imaginaire populaire suppose qu'ils se livraient constamment à des batailles rangées. Cette supposition s'avère être peut-être la plus grande idée fausse de toutes. L'imaginaire populaire assimile la guerre médiévale aux batailles rangées, des armées s'affrontant en rase campagne, des charges de cavalerie décidant de l'issue. Cette image mentale est si puissante que la plupart des gens ont du mal à concevoir la guerre médiévale comme autre chose. Pourtant, toute cette conception déforme fondamentalement le fonctionnement réel de la guerre médiévale. Les commandants médiévaux évitaient activement les batailles rangées chaque fois que possible. Entre 1071 et 1328, une période de 257 ans, la Flandre, fréquemment envahie, n'a connu que 11 batailles notables. Pourquoi si peu? Parce que les batailles étaient risquées, imprévisibles et potentiellement catastrophiques pour le camp perdant. Un commandant pouvait perdre en un seul après-midi tout ce que son seigneur avait mis des décennies à construire. Les commandants prudents évitaient ce risque existentiel chaque fois que des alternatives existaient. La stratégie militaire médiévale donnait la priorité à la capture et à la défense des places fortifiées, plutôt qu'à la recherche d'affrontements sur le champ de bataille. À partir du XIe siècle, les sièges ont largement dépassé en nombre les batailles rangées. Une fois les châteaux devenus répandus, contrôler un territoire signifiait contrôler les fortifications. La guerre de siège est devenue la forme prédominante d'activité militaire, le véritable objectif final vers lequel la stratégie dirigeait les efforts. Les batailles ne représentaient qu'un moyen parmi d'autres pour atteindre les objectifs de guerre, et souvent pas le plus efficace. Les grands sièges duraient des mois, voire des années. Le siège de Château-Gaillard de 1203 à 1204 a duré 6 mois. Le siège de Calais de 1346 à 1347 s'est prolongé pendant 11 mois. Un château bien approvisionné avec une source d'eau fiable pouvait résister pendant de nombreux mois. Cela contraste fortement avec les batailles, ne durant que quelques heures. Les forces assiégeantes employaient de multiples approches. La famine et le blocus représentèrent la méthode la plus simple, encercler la fortification et attendre que les provisions s'épuisent. Les engins de siège offraient l'approche la plus spectaculaire. Les trébuchets projetaient des pierres massives sur les murs avec un effet dévastateur. Des catapultes plus petites lançaient des rochers sur les défenseurs, tandis que des projectiles enflammés déclenchaient des incendies. Le minage et la sape offraient une autre approche efficace. Les assiégeants creusaient des tunnels sous les fortifications, puis mettaient le feu dans les tunnels. À mesure que les supports brûlaient, les murs s'effondraient sous leur propre poids. Un exemple célèbre s'est produit au château de Rochester en 1215, lorsque le roi Jean a utilisé la graisse fondue de 40 cochons
pour alimenter les feux qui ont fait tomber l'une des tours massives du château. L'assaut direct avec des échelles et des tours de siège était possible, mais extrêmement coûteux en vies humaines. La négociation jouait un rôle important, les conditions de reddition étant souvent négociées, permettant aux garnisons de partir avec leurs armes si aucun secours n'arrivait à une date spécifiée. La guerre psychologique complétait les approches physiques, avec des tactiques de terreur employées pour saper le moral des défenseurs. Les innovations défensives des châteaux ont évolué en réponse aux tactiques de siège. Les fortifications ont été progressivement renforcées au fil des siècles. Les châteaux concentriques comportaient plusieurs murs défensifs, créant des défenses étagées. Les machicoulis permettaient aux défenseurs de laisser tomber des objets sur les attaquants. Les entrées défendues sont devenues de plus en plus sophistiquées, avec des ponts-levis, des herses et des barbacanes. Les douves et les défenses aquatiques se sont avérées vitales, empêchant le minage et forçant les attaquants à s'exposer. Les implications stratégiques ont transformé la manière dont le succès militaire était mesuré. Les résultats des campagnes étaient jugés par les châteaux capturés, non par les batailles gagnées. Le territoire était contrôlé en tenant des positions fortifiées. Le ravage des terres ennemies servait un double objectif stratégique: détruire la base économique soutenant les forces ennemies tout en approvisionnant sa propre armée par le pillage. Cela suivait l'ancienne maxime: la famine est plus terrible que l'épée. L'historien Smail a décrit les campagnes de croisade comme impliquant une activité intensive, comprenant la collecte de renseignements, le ravage systématique, une logistique complexe et la reconnaissance, souvent sans aucune bataille rangée. L'activité militaire n'était pas synonyme de combat sur le champ de bataille. Les commandants et les soldats passaient beaucoup plus de temps en marche, dans les camps, à mener des sièges et à gérer la logistique qu'à se battre. Cette importance accordée au siège et à la planification stratégique révèle que les commandants médiévaux comprenaient assez bien les principes fondamentaux de la guerre. Un élément crucial demeure: la sophistication logistique qui a rendu possible les campagnes militaires médiévales. Les armées médiévales faisaient face à des défis d'approvisionnement extraordinaires. Sans transport moderne, réfrigération ou agriculture industrielle, nourrir des milliers de soldats pendant des semaines mettait à rude épreuve les ressources disponibles. Les campagnes médiévales pouvaient dépouiller des zones rurales en quelques jours. Pourtant, malgré ces défis, les commandants médiévaux ont régulièrement soutenu de grandes armées pendant de longues périodes. Cet exploit nécessitait une sophistication logistique. La taille des armées reflétait les contraintes d'approvisionnement plus que tout autre facteur. Les armées du début du Moyen Âge restaient relativement petites, précisément en raison de la difficulté pratique d'approvisionner de grands nombres. Après la guerre de Cent Ans, à mesure que les systèmes administratifs s'amélioraient, les armées de dizaines de milliers d'hommes sont devenues de plus en plus courantes. Au début du XVIIe siècle, les armées avaient atteint 100 000 hommes ou plus. À chaque étape, la capacité d'approvisionnement fonctionnait comme la contrainte principale. Les armées médiévales employaient 3 méthodes d'approvisionnement principales. La réquisition locale et le fourrage étaient les plus courants. Les armées prenaient simplement des provisions sur les terres où elles combattaient. C'était si attendu que les chroniqueurs commentaient rarement, sauf si le pillage était particulièrement étendu. Des considérations stratégiques renforçaient cette pratique. Dépouiller systématiquement le territoire ennemi nourrissait sa propre armée, tout en détruisant la base économique soutenant les forces ennemies. Les trains de bagages constituaient une deuxième méthode, avec de grands chariots transportant des provisions accompagnés de contingents civils. Le transport par eau représentait la méthode la plus efficace lorsqu'elle était disponible. Les rivières et les eaux côtières servaient d'autoroutes, permettant un transport bien plus facile que les routes terrestres. Les limitations de transport imposaient des contraintes strictes. Un cheval ou une mule moyen
pouvait transporter environ 100 kg. Les troupes médiévales pouvaient transporter environ une semaine de nourriture pour elles-mêmes, mais ne pouvaient pas transporter suffisamment de nourriture pour leurs animaux. Les chevaux et les mules avaient besoin de 4 à 6 heures par jour pour paître, limitant la distance que les armées pouvaient parcourir chaque jour. La sophistication administrative remet en question les stéréotypes de la désorganisation médiévale. Charlemagne a perfectionné un système administratif basé sur des archives écrites qui a été maintenu par ses successeurs. Les archives survivantes révèlent une planification minutieuse, des rapports détaillés et une organisation systématique. Les fonctionnaires royaux ont transformé l'administration en une arme de guerre essentielle. La recherche récente a progressivement démoli l'idée que la logistique médiévale était primitive. Des commandants à succès comme Richard Cœur de Lion ont développé des systèmes d'approvisionnement sophistiqués qui ont maintenu des armées sur le terrain pendant de longues périodes. Le coût humain de la logistique allait au-delà de la simple pénurie. Les maladies sévissaient dans les masses de soldats rassemblés avec une mauvaise hygiène et aucune compréhension de la théorie des germes. Les camps médiévaux devenaient des foyers pour la dysenterie, le typhus et la peste. Souvent, plus de soldats mouraient de maladies que de combats. L'armée anglaise avant Azincourt souffrait de dysenterie qui affaiblissait les soldats avant la bataille. La maladie a façonné les résultats militaires aussi puissamment que la tactique. Les implications stratégiques découlaient des réalités logistiques. Les commandants comprenaient que la logistique limitait leurs options stratégiques, influençant les décisions sur où camper, quand se déplacer et s'il fallait livrer bataille. Ravager le territoire ennemi servait un double objectif. Les sièges de châteaux se résumaient souvent à savoir de quel côté les provisions dureraient le plus longtemps. Le camp qui résolvait ces problèmes logistiques l'emportait généralement, quels que soient les avantages tactiques. Cette sophistication logistique, combinée aux connaissances tactiques et à la planification stratégique que nous avons explorée tout au long de ce voyage, brosse un tableau de la guerre médiévale radicalement différent des stéréotypes populaires. La guerre médiévale était une entreprise complexe et sophistiquée, exigeant de multiples formes d'expertise. Comprendre cette réalité soulève des questions importantes sur la façon dont l'histoire s'écrit et ce que nous pouvons apprendre en corrigeant des idées fausses de longue date. Notre voyage à travers 10 siècles de guerre européenne a révélé une déformation systématique s'étendant à presque tous les aspects du combat médiéval. La guerre médiévale était sophistiquée en tactique et en stratégie, pas grossière ou primitive. Les chevaliers étaient des professionnels hautement entraînés, pas des berserkers téméraires. L'armure permettait une grande mobilité plutôt que de restreindre les mouvements. Les armes d'astes dominaient les champs de bataille pour de solides raisons pratiques et non les épées de l'imaginaire romantique. Les charges de cavalerie se sont avérées puissantes mais vulnérables. Les batailles étaient organisées, psychologiquement intenses et brutalement violentes. La chevalerie fonctionnait principalement comme une idéologie plutôt qu'une réalité pratiquée. Les sièges dominaient la guerre médiévale bien plus que les batailles rangées. La logistique et l'organisation administrative ont permis les campagnes militaires grâce à une planification sophistiquée. Le schéma de l'idée fausse historique que nous avons tracé est en lui-même révélateur. Les historiens du XIXe siècle ont créé des mythes par une interprétation erronée des sources. Le romantisme victorien a déformé la compréhension en projetant des idéaux contemporains sur un passé qui ne ressemblait jamais à ces fantasmes. La culture populaire a perpétué les erreurs parce que les récits spectaculaires se sont avérés plus attrayants que les réalités complexes. La recherche moderne a corrigé la plupart des mythes par une analyse minutieuse. Pourtant, l'imaginaire populaire s'accroche obstinément à de faux récits. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, nous pouvons voir avec quelle facilité l'histoire se déforme lorsque les préjugés culturels
l'emporte sur les preuves minutieuses. Les mêmes processus qui ont créé les mythes de la guerre médiévale opèrent à notre époque. Les médias populaires simplifient les réalités complexes. Les récits romantiques s'avèrent plus attrayants que la vérité désordonnée. Nous romançons le passé tout en ignorant les faits inconfortables qui remettent en question nos récits préférés. Chaque époque a tendance à recréer le passé à sa propre image, voyant ce qu'elle attend plutôt que ce que les preuves soutiennent. Le danger des mythes confortables va au-delà de la simple inexactitude historique. Lorsque nous croyons que les chevaliers médiévaux étaient des héros chevaleresques, nous ignorons comment la violence était justifiée par des idéologies basées sur la classe qui valorisaient la vie des nobles, tout en considérant les gens du commun comme sacrifiables. Lorsque nous imaginons les batailles comme des affaires glorieuses, nous passons à côté de la réalité écrasante des sièges, de la famine et de la maladie. Lorsque nous supposons que la guerre médiévale était chaotique, nous ne parvenons pas à apprécier l'ingéniosité humaine qui a résolu des problèmes complexes dans des contraintes sévères. Les preuves archéologiques de sites comme Taunton et Visby nous ancrent dans une réalité physique brutale. Ce n'étaient pas de glorieuses charges de cavalerie, mais une violence désespérée et sauvage où les soldats recevaient de multiples blessures atroces avant de mourir de traumatisme ou d'infection. Les preuves physiques remettent en question les récits romancés en nous confrontant au coût humain. La guerre a toujours été horrible, quelle que soit l'époque ou la technologie. Les armes changent, mais l'expérience fondamentale reste constante. Le fossé entre l'idéal et la réalité qui caractérise la chevalerie médiévale démontre un schéma humain universel. Les sociétés à travers l'histoire ont proclamé de hauts idéaux alors que la pratique est radicalement en deçà. Ce fossé n'était pas unique au Moyen Âge. L'hypocrisie médiévale était peut-être plus visible parce que les contradictions étaient si flagrantes, mais la dynamique sous-jacente continue. Comprendre ce schéma nous aide à examiner notre propre époque de manière plus critique. Du point de vue d'aujourd'hui, il serait facile de se croire supérieur à ces sociétés médiévales. Mais les commandants médiévaux comprenaient la logistique, la stratégie et la tactique dans leurs contraintes technologiques. Ils se sont adaptés de manière créative aux limitations, développant des systèmes militaires sophistiqués. L'intelligence et l'adaptabilité humaine restent constantes à travers les époques historiques. Reconnaître la sophistication médiévale remet en question les récits confortables de progrès linéaires. Le pouvoir de la correction académique démontre l'importance de remettre en question la sagesse reçue. Grâce à l'archéologie, à une lecture attentive des sources primaires et à l'analyse comparative, les historiens ont systématiquement corrigé des siècles d'erreurs. Cela montre la valeur des preuves primaires et la nécessité d'une révision historique continue. Notre compréhension du passé n'est pas statique, mais en constante évolution. Chaque génération réinterprète les preuves. Notre compréhension actuelle de la guerre médiévale continuera sans aucun doute d'évoluer. Plusieurs leçons émergent. Nous devons toujours remettre en question les récits populaires, en particulier lorsqu'ils confirment des préjugés existants. La recherche de sources primaires et de preuves physiques fournit des fondations plus fiables. Comprendre comment les mythes sont créés nous aide à identifier des processus similaires à notre époque. Reconnaître le rôle de la culture dans la formation de l'interprétation historique nous rappelle que toute écriture historique reflète l'époque dans laquelle elle est produite. Nous devons rester disposés à abandonner les mensonges confortables pour des vérités inconfortables. Les batailles médiévales n'étaient pas ce qu'on nous a appris à l'école parce que l'enseignement scolaire est souvent en retard sur la recherche, parce que la culture populaire exerce une influence puissante et parce que les mythes confortables résistent à la correction. Mais la vérité, bien que moins confortable, est finalement bien plus intéressante. La guerre médiévale était sophistiquée,
brutale, stratégique et profondément humaine. La comprendre avec précision nous aide à nous comprendre nous-mêmes, notre capacité à la violence et à l'ingéniosité, notre tendance à romancer le passé, notre capacité à maintenir une dissonance cognitive entre les idéaux et la pratique. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers les réalités de la guerre médiévale. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation de la complexité du passé et de l'importance de remettre en question ce que nous pensons savoir. Comprendre comment nous nous sommes trompés sur la guerre médiévale nous aide à nous interroger sur quoi d'autre nous pourrions nous tromper concernant l'histoire, le présent et nous-mêmes. Le processus de révision historique ne s'arrête jamais car la compréhension humaine évolue constamment. Chaque génération a la responsabilité d'examiner attentivement les preuves, de remettre en question les préjugés hérités et de poursuivre la vérité même lorsqu'elle contredit les récits confortables. Si vous avez apprécié cette exploration de la manière dont les mythes historiques se forment et persistent, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec quiconque aime l'histoire ou les sujets médiévaux. Abonnez-vous pour plus d'enquêtes sur les idées fausses historiques et les histoires fascinantes qui émergent lorsque nous regardons au-delà des mythes populaires. Laissez des commentaires avec vos pensées. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur la réalité de la guerre médiévale? Quels autres sujets historiques méritent ce genre de réexamen rigoureux? D'ici la prochaine fois, continuez à questionner, continuez à apprendre et continuez à chercher la vérité sous les mythes.